Il disait que je n'étais qu'une relique du passé dont il voulait se débarrasser, un fardeau bientôt jeté aux oubliettes. Le jour où ma belle-fille a murmuré à mon fils « Vends la propriété de ta mère. Elle n'en a plus pour longtemps », c'est ce jour-là que je me suis sentie véritablement invisible. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Chaque matin, dans mon petit appartement de Montreuil, les bruits étouffés de la ville s'infiltraient. Les klaxons, le brouhaha lointain du métro en contrebas, le craquement des feuilles d'automne pressées contre les fenêtres fissurées. Je me traînais jusqu'à la cuisine, mes genoux me faisant souffrir comme le vieux chêne sur la terre que je m'étais battu pour conserver. C'était mon héritage, ma fierté. Pourtant, me voilà, face aux messages ignorés de mon fils, aux dîners annulés et à l'écho froid d'une maison soudainement trop silencieuse. L'odeur du café me réconfortait autrefois. Maintenant, elle me rappelait seulement tous les matins vides que je passais à attendre des appels qui ne venaient jamais. Mon arthrose avait empiré au cours de l'été, mais lorsque je l'ai mentionné lors de notre dernière brève conversation, mon fils a juste dit « Ah, c'est pas de chance, maman », avant de changer rapidement de sujet pour parler de sa nouvelle promotion. Je me souviens du temps où il m'appelait tous les dimanches après la messe. Nous parlions pendant des heures de tout et de rien. Il me racontait ses rêves, ses peurs, ses espoirs pour l'avenir. Maintenant, nos conversations duraient peut-être 5 minutes, et la moitié de ce temps était consacrée à me demander si tout allait bien financièrement ou si j'avais besoin de quelque chose. Ce dont j'avais besoin, c'était de mon fils. Ce que j'obtenais, c'était des nouvelles polies qui ressemblaient plus à une obligation qu'à de l'amour. L'appartement semblait rétrécir chaque jour. Les murs paraissaient se refermer, décorés de photos de famille qui ressemblèrent désormais à des monuments d'une vie qui m'échappait lentement. Des photos de fêtes d'anniversaire où j'étais celle derrière l'appareil. Des matins de Noël où j'étais celle qui cuisinait pour tout le monde. Des remises de diplômes où j'étais la grand-mère fière qui applaudissait depuis le fond de la salle. Mais le plus difficile n'était pas la solitude. C'était la lente prise de conscience que j'étais devenue invisible dans l'histoire de ma propre famille. Quand il faisait des projets, je n'étais pas incluse. Quand il prenait des décisions, je n'étais pas consultée. Quand il parlait de l'avenir, je n'en faisais pas partie. La propriété dans le Perche appartenait à notre famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'avait achetée avec l'argent qu'il avait économisé en faisant les 3 huîtres dans les aciéries de Lorraine. Mon père y avait construit la petite maison de ses propres mains, planche par planche, clou par clou. Mon mari et moi avions passé notre lune de miel dans cette maison, planifiant notre avenir sous les étoiles, qui semblaient infinies à l'époque. Chaque été, nous y emmenions les enfants. Mon fils attrapait des lucioles dans des bocaux en verre et nous faisions griller des marshmallows sur le feu de camp que mon mari avait creusé. L'odeur de la fumée de bois et des aiguilles de pin, le son du ruisseau qui coulait derrière la propriété, la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les bouleaux, ces souvenirs étaient tissés dans la trame de mon être. J'ai toujours supposé que cette terre resterait dans la famille pour toujours. J'imaginais mes petits-enfants jouer dans le même ruisseau, attraper les mêmes lucioles, se forger leurs propres souvenirs sous les mêmes étoiles. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que mon propre fils la verrait comme un simple actif à liquider. La première fissure dans mon illusion est apparue il y a 6 mois. J'avais préparé le dîner du dimanche. Un rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre, des haricots verts de mon petit potager sur le balcon. J'avais passé toute la matinée à cuisiner, à mettre la table avec le service du dimanche, à allumer des bougies. J'étais si excitée de les avoir tous ensemble. À 16h30, mon téléphone a sonné. « Maman, on ne pourra pas venir aujourd'hui. » On a eu un imprévu. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de proposition pour reporter. Juste une déception servie froide à travers une ligne téléphonique qui grésillait. Je suis restée assise à cette table pendant 2 heures, à regarder les bougies se consumer, à regarder la nourriture refroidir. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils pourraient encore arriver, qu'ils étaient peut-être juste en retard. Mais ils ne sont jamais venus.
J'ai finalement tout rangé et j'ai mangé un sandwich seul devant la télévision. C'est devenu une habitude. Des projets annulés, des anniversaires oubliés, des SMS sans réponse. J'ai commencé à avoir l'impression de les déranger simplement en existant. Quand j'appelais pour prendre des nouvelles, leur voix avait ce ton particulier d'irritation à peine dissimulé. Quand je posais des questions sur les événements familiaux, j'obtenais des réponses vagues ou ils changèrent de sujet. Les demandes d'argent ont commencé subtilement. « Maman, tu pourrais nous dépanner ce mois-ci? Juste en attendant que je touche ma prime. » Ou « Mamie, les enfants ont besoin de nouvelles fournitures scolaires et on est un peu juste. » Je n'ai jamais dit non. Comment aurais-je pu? C'était ma famille. S'ils avaient besoin d'aide, je trouverais un moyen de la leur fournir. J'avais économisé avec soin pour ma retraite. Rien d'extravagant, mais assez pour vivre confortablement et peut-être laisser quelque chose à mon fils et à mes petits-enfants. Chaque demande d'argent signifiait puiser dans ses économies, mais je me disais que c'était temporaire. Je me disais que j'investissais dans mes relations. En y repensant maintenant, je vois comment j'ai été conditionnée. Chaque service rendu rendait le suivant plus acceptable. Chaque cadeau créait une attente pour le suivant. Je les entraînais à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. Le montant des sommes impliquées a augmenté progressivement. D'abord quelques centaines d'euros pour les courses ou les factures. Puis 1000 pour des réparations de voitures. Puis 2000 pour des frais médicaux. Puis 5000 pour un apport pour une nouvelle maison. Les chiffres n'arrêtèrent pas de grimper et mes économies de fondre, mais je continuais à donner parce que j'étais terrifiée par ce qui arriverait si j'arrêtais. Ce qui arriverait était exactement ce que je craignais le plus. Il disparaîtrait complètement de ma vie. Ma belle-fille, Sandrine, ne m'avait jamais aimée. Je le savais depuis le début, mais j'ai tellement essayé de la gagner. Je complimentais sa cuisine, même si elle était horrible. Je lui achetais des cadeaux chers pour son anniversaire et pour Noël. Je gardais les enfants dès qu'elle le demandait, même quand mon dos me faisait terriblement souffrir. Je prenais sur moi quand elle faisait des commentaires désobligeants sur mes vêtements démodés ou mes opinions vieillottes. Rien n'était jamais assez. Elle avait cette façon de me faire sentir petite sans jamais rien dire de directement cruel. Elle souriait gentiment tout en décochant de petites piques. « Oh, Eliane, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est compliqué. Ou peut-être que vous devriez vous reposer au lieu d'aider. Vous avez l'air fatigué. » Mais ce sont les conversations que je n'étais pas censée entendre qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Un soir, j'étais chez eux pour garder ma petite fille pendant qu'ils sortaient. Je m'étais endormie sur le canapé en regardant un film avec la petite Emma. Je me suis réveillée au son de la voix de Sandrine venant de la cuisine. Elle était au téléphone avec quelqu'un, probablement sa sœur, et elle parlait de moi. « Elle devient tellement dépendante », disait Sandrine. « Toujours à appeler, toujours à vouloir être incluse dans tout. Et cette façon qu'elle a de débarquer avec des cadeaux improbables, c'est comme si elle essayait d'acheter notre affection. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille pour en entendre plus. Le pire, c'est que Thomas se sent coupable pour tout. Il n'arrête pas de parler de tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais honnêtement, c'est ce que les mères sont censées faire. Et maintenant qu'elle vieillit et devient plus exigeante, je n'ai tout simplement pas la patience pour ça. Il y eut une pause pendant que la personne à l'autre bout du fil répondait. Je sais, n'est-ce pas? Et elle possède cette propriété dans le Perche qui ne sert à rien. Thomas dit qu'elle vaut probablement au moins 1 demi-million maintenant. Peut-être plus avec tous les projets de développement dans la région. On pourrait rembourser notre prêt immobilier et peut-être même acheter ce bateau de plaisance dont Thomas a tellement envie. Une autre pause. Eh bien, elle a 73 ans. Combien de temps peut-elle vraiment encore avoir? Et ce n'est pas comme si elle utilisait la propriété. Elle n'y est pas allée depuis des années. C'est juste du potentiel gâché. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Cette femme discutait de ma mort comme d'une opportunité commerciale. Elle calculait la valeur de ma propriété pendant que je dormais à 3 mètres de là, en gardant sa fille. Mais le pire était encore à venir. La semaine suivante, je déjeunais avec ma voisine Martine dans la petite brasserie de la rue de Paris. Martine est le genre de personne qui sait tout ce qui se passe dans le quartier. Elle a un réseau d'amis et de connaissances qui rivalise avec celui de la police judiciaire. « Eliane,
m'a-t-elle dit en remuant le sucre dans son café. J'ai entendu quelque chose de troublant hier, et je n'étais pas sûre de devoir t'en parler. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Mon amie Marie travaille à l'agence immobilière sur le Grand Boulevard. Elle a dit que ton fils est passé la semaine dernière pour demander une estimation sur une propriété dans le Perche. Quand elle lui a demandé s'il cherchait à vendre, il a répondu qu'il explorait des options pour la terre de sa mère. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je suis restée là, à regarder Martine, essayant de digérer ce qu'elle me disait. Mon fils, mon unique enfant, faisait des démarches dans mon dos, se préparant à vendre la terre qui signifiait tout pour moi. « Tu es sûre ?» ai-je demandé, bien que je puisse entendre la vérité dans ma propre voix. Martine a hoché la tête tristement. Marie a dit qu'il avait l'air assez sérieux. Il avait toutes les informations sur la propriété avec lui, le numéro de parcelle, l'emplacement exact, tout. J'ai réussi à finir le déjeuner tant bien que mal, mais dès que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon fils. « Thomas, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. » « Bien sûr, maman. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu envisages de vendre la propriété dans le Perche? » Il y eut un long silence. Trop long. « Maman, où as-tu entendu ça? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que c'est vrai? » Un autre silence. « Écoute, Sandrine et moi, on a juste discuté des options. Les impôts fonciers deviennent chers, et tu ne l'utilises plus. On pensait que peut-être. Vous pensiez que peut-être vous alliez vendre ma terre sans m'en parler d'abord? Ce n'est pas ça, maman. On se renseignait juste. On n'allait rien faire sans en discuter avec toi. » Mais je pouvais entendre le mensonge dans sa voix. Le même ton qu'il utilisait quand il avait 12 ans et que je le surprenais à voler des biscuits dans la boîte. « Thomas, cette terre n'est pas à vendre. Elle reste dans la famille. »« Maman, sois raisonnable. Tu n'y es pas allée depuis 3 ans. La maison a besoin de travaux, les impôts nous tuent, et l'argent pourrait vraiment aider pour les études d'Emma. Emma a 8 ans. Et depuis quand ces frais d'études sont-ils ma responsabilité? Depuis que tu es sa grand-mère et que tu l'aimes? La manipulation était si douce, si rodée, que j'ai failli tomber dans le panneau à nouveau. Presque. Thomas, j'aime cette petite fille de tout mon cœur. Mais je ne vends pas ma terre pour payer ses études. Si vous avez besoin d'argent pour son éducation, vous pouvez commencer à économiser comme tous les autres parents. Maman, tu n'es pas raisonnable? Non, Thomas. Je suis claire. La terre n'est pas à vendre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Les dîners annulés, les demandes d'argent constantes, les conversations froides, la façon dont Sandrine me regardait comme si j'étais une nuisance, l'estimation immobilière. Et puis, je me suis souvenue d'autre chose que Martine m'avait dit. Elle avait précisé que Marie avait mentionné que Sandrine était aussi passée à l'agence, posant des questions sur la rapidité avec laquelle une vente immobilière pouvait se conclure une fois le propriétaire décédé. Une fois le propriétaire décédé. Il ne prévoyait pas seulement de vendre ma terre, il prévoyait de la vendre après ma mort. Il comptait sur ma mort comme si c'était un plan de retraite. Je me suis levée et je me suis préparé une tasse de tisane, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber la tasse. Elle s'est brisée sur le sol de la cuisine. Ma tasse préférée, celle que mon mari m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. Alors que j'étais à genoux en train de ramasser les morceaux, je me suis enfin laissée pleurer. J'ai pleuré pour la belle-fille qui me voyait comme un obstacle. J'ai pleuré pour le fils qui était devenu un étranger. J'ai pleuré pour les petits-enfants à qui on apprenait à me voir comme un moyen d'arriver à leur fin. Mais surtout, j'ai pleuré pour la femme que j'avais laissée devenir. Invisible, jetable, précieuse uniquement pour ce que je pouvais fournir. Le point de rupture est arrivé 2 semaines plus tard. J'étais à mon rendez-vous chez le médecin. Un contrôle de routine que j'avais mentionné à Sandrine au cas où elle voudrait récupérer Emma à l'école après. En rentrant, un message vocal m'attendait. « Salut Eliane, c'est Sandrine. Écoute, je sais que tu es chez le médecin aujourd'hui, et je me demandais si tu pouvais demander une lettre sur ton état de santé. Thomas et moi avons parlé à un conseiller financier,
Et il a dit que ça aiderait pour la planification successorale si nous avions des documents sur ton pronostic. Rien de dramatique, juste quelque chose d'officiel sur ton état général. Merci. J'ai écouté ce message 3 fois, me sentant chaque fois plus nauséeuse. Elle me demandait d'obtenir une évaluation médicale de ma durée de vie restante. Elle voulait un document attestant de ma mortalité pour sa planification financière. J'ai appelé Thomas immédiatement. Savais-tu que Sandrine m'a laissé un message vocal me demandant d'obtenir une lettre de mon médecin sur mon espérance de vie? Silence. Thomas? Maman, je pense que tu as mal compris ce qu'elle demandait. J'ai le message vocal, Thomas. Je peux te le faire écouter. Écoute, notre conseiller financier a suggéré qu'il pourrait être utile d'avoir des informations générales sur ta santé à des fins de planification. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Vous préparez mes funérailles alors que je suis encore en vie? Maman, tu es mélodramatique? Non, Thomas. Je suis lucide pour la première fois depuis des mois. Je lui ai de nouveau raccroché au nez, mais cette fois je ne me sentais pas bouleversée. Je me sentais en colère. Et la colère, je commençais à le réaliser, était bien plus utile que la tristesse. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Martine me l'avait recommandé. Maître Leroy, un homme spécialisé dans le droit des aînés et la planification successorale. Son cabinet était dans un petit immeuble à Vincennes, et quand je suis entrée, j'ai eu l'impression de faire le premier vrai pas que je faisais depuis des années. « Madame Dubois » a-t-il dit en m'indiquant une chaise en face de son bureau, « en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je lui ai tout raconté. Les demandes d'argent, l'estimation immobilière, le message vocal sur ma santé, la conversation que j'avais surprise sur ma mort comme opportunité commerciale. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé avec des yeux bienveillants mais sérieux. « Madame Dubois, à quel nom est l'acte de propriété? » Il est juste à mon nom. Mon mari est décédé il y a 8 ans, et nous avions fait transférer l'acte à mon nom. Et votre fils n'a actuellement aucun droit légal sur la propriété? Pas à moins qu'il ne m'arrive quelque chose. Il a hoché la tête. Que souhaitez-vous qu'il advienne de cette propriété? Je veux la protéger. Je veux m'assurer que personne ne puisse la vendre sans ma permission de mon vivant. Et je veux m'assurer qu'elle revienne à mes petits-enfants quand je mourrai, pas à mon fils et ma belle-fille. Nous pouvons faire ça, a-t-il dit. Il y a plusieurs options. Nous pourrions créer une fiducie, ou nous pourrions ajouter vos petits-enfants comme nus propriétaires avec une réserve d'usufruit pour vous. Cela vous donnerait des droits exclusifs d'utilisation de la propriété durant votre vie. Que me recommanderiez-vous? Compte tenu de ce que vous m'avez dit sur la dynamique familiale, je pense que la protection la plus forte serait de vous désigner comme usufruitière et vos petits-enfants comme nus propriétaires. De cette façon, toute vente nécessiterait l'accord de toutes les parties et vous conserveriez la pleine jouissance de la propriété durant votre vie. En combien de temps pouvons-nous faire cela? Si vous pouvez me fournir l'acte de propriété actuel et les informations cadastrales, je peux avoir les documents prêts d'ici la fin de la semaine. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Ce week-end-là, je suis allée en voiture jusqu'à la propriété pour la première fois depuis plus d'1 an. La maison semblait plus petite que dans mon souvenir, et il y avait quelques réparations à faire, mais la terre était toujours aussi belle. Le ruisseau coulait à flot à cause des pluies récentes, et les bouleaux commençaient tout juste à prendre leur couleur dorée d'automne. J'ai parcouru les vieux sentiers, me souvenant des étés avec mes enfants, des hivers où mon mari et moi venions juste pour profiter du calme. Les impôts fonciers étaient chers, comme Thomas l'avait souligné, mais ils n'étaient pas ingérables. Et la terre prenait de la valeur chaque année. C'était même un bon investissement. Plus important encore, c'était un chez-moi d'une manière que mon appartement de Montreuil n'avait jamais été. C'est là que se trouvaient mes racines, où mon histoire vivait, où je me sentais le plus moi-même. J'ai passé la nuit dans la maison, chose que je n'avais pas faite seule depuis la mort de mon mari. C'était paisible d'une manière que j'avais oubliée possible. Pas d'appel téléphonique, pas de demande d'argent, pas besoin de marcher sur des œufs autour des humeurs de Sandrine.
Juste moi et le son du ruisseau et du vent dans les arbres. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Leroy depuis le téléphone fixe de la maison. « Je veux aller de l'avant avec la modification de l'acte de propriété », lui ai-je dit. « Excellent. Voulez-vous informer votre famille de ce que vous faites ? Pas encore. Faisons d'abord enregistrer les documents. » 2 semaines plus tard, c'était fait. Emma et Jules, mes petits-enfants, étaient désormais les nus propriétaires de la propriété, et moi, l'usufruitière. Le nom de Thomas ne figurait nulle part sur l'acte. S'il m'arrivait quelque chose, la propriété irait directement aux enfants, gérée en fiducie jusqu'à leur 21e anniversaire. J'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. 3 jours après l'enregistrement du nouvel acte, mon téléphone a sonné. C'était Thomas, et il était plus en colère que je ne l'avais entendu depuis des années. « Maman, qu'est-ce que tu as fichu ? J'ai protégé ma propriété. Tu nous as poignardés dans le dos et tu nous as spoliés de notre héritage. » Thomas, cette propriété n'a jamais été ton héritage. C'était à moi d'en faire ce que je voulais. On comptait sur cet argent, maman. Sandrine regardait déjà des maisons, et on a dit au professeur de danse d'Emma qu'on pouvait se permettre le programme avancé parce qu'on pensait que... Vous pensiez que je serais bientôt morte et que vous pourriez vendre ma terre? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que tu pensais. Il y eut une longue pause. Quand Thomas a de nouveau parlé, sa voix était plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Maman, si c'est comme ça que tu veux jouer, très bien. Mais ne t'attends pas à ce qu'on continue à venir faire comme si de rien n'était, alors que tu as clairement montré que tu ne nous faisais pas confiance. Je ne te fais pas confiance, Thomas. Vous m'avez donné toutes les raisons de ne pas le faire. On verra ce que tu en penses quand tu seras assise seule dans cet appartement sans famille pour te rendre visite. » Il a raccroché, et je savais qu'il le pensait comme une menace. Mais pour la première fois depuis des mois, l'idée d'être seule ne me terrifiait pas. Être seule commençait à paraître mieux que d'être utilisée. Les représailles ont été rapides et délibérées. D'abord, Sandrine a posté un long message sur Facebook à propos des parents toxiques qui manipulent leurs enfants avec de l'argent et prétendent ensuite être des victimes. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais tout le monde dans notre famille élargie savait exactement de qui elle parlait. Ensuite, Thomas a changé de numéro de téléphone sans me le dire. Quand j'ai essayé d'appeler pour parler à mes petits-enfants, j'ai eu un message de numéro non attribué. Enfin, Sandrine m'a envoyé un SMS qui a rendu les choses limpides. « Eliane, nous avons décidé qu'il est préférable pour notre famille de faire une pause dans les visites jusqu'à ce que tu apprennes à respecter nos limites et nos décisions. Les enfants ne seront pas disponibles pour des appels ou des visites jusqu'à nouvel ordre. » Il m'avait coupé de mes petits-enfants. Les 2 personnes que j'aimais le plus au monde étaient maintenant utilisées comme des armes contre moi. J'ai passé 3 jours à pleurer. Puis je me suis de nouveau mise en colère. Je me suis présentée à l'école d'Emma un lundi après-midi. Je savais à quelle heure Sandrine la récupérait habituellement, et je voulais voir ma petite fille, même si ce n'était que pour un instant. Quand Emma est sortie du bâtiment et m'a vue, son visage s'est illuminé comme il le faisait toujours. « Mamie Eliane !» Elle a couru vers moi et m'a sauté dans les bras, et pendant un moment, tout a semblé normal à nouveau. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée l'école? C'était bien. » On a appris des choses sur les papillons, et j'ai pu nourrir le hamster de la classe et... « Emma, monte dans la voiture, tout de suite. » La voix de Sandrine a coupé le bavardage excité d'Emma comme un couteau. Elle se tenait près de son SUV, les bras croisés et une expression de pure fureur sur le visage. « Salut, Sandrine, » ai-je dit calmement. « Tu dois partir. Maintenant. » Je disais juste bonjour à ma petite fille. Ta petite fille n'est plus ton problème. Emma? J'ai dit de monter dans la voiture. Emma avait l'air confuse et effrayée. Elle nous regardait tour à tour, ne comprenant pas pourquoi sa grand-mère et sa mère se parlaient comme des ennemis. « Mais je veux parler à mamie, » a dit Emma d'une petite voix. « Non, monte dans la voiture tout de suite, ou tu es privée de temps d'écran pendant 1 semaine. » La lèvre inférieure d'Emma a commencé à trembler, mais elle a obéi. Alors que Sandrine l'attachait dans son siège auto, je pouvais voir Emma me regarder par la fenêtre avec de grands yeux perplexes. Avant de monter côté conducteur, Sandrine s'est approchée de moi. « Si jamais tu te montres encore ici, j'appelle la police et je demande une mesure d'éloignement. »
Tu me comprends? Sandrine, c'est ma petite fille. C'est ma fille. Et tu as très clairement montré que tu te souciais plus de ta propriété que de ta famille. Alors maintenant, tu peux avoir ta précieuse terre, et nous aurons notre famille. Sans toi. Elle est montée dans la voiture et est partie, mais pas avant que je voie Emma presser sa petite main contre la vitre, me regardant toujours. Je suis restée là, sur le parking de l'école, pendant 20 minutes, à regarder d'autres grands-parents récupérer leurs petits-enfants, à voir les câlins, les sourires et l'affection simple que j'avais perdue. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Leroy. Ils m'ont coupé de mes petits-enfants, lui ai-je dit. Je suis désolée, Eliane. Malheureusement, les parents ont le droit légal de contrôler l'accès à leurs enfants, même pour les grands-parents. N'y a-t-il rien que je puisse faire? En France, les grands-parents peuvent demander un droit de visite dans certaines circonstances. Mais c'est un combat difficile, surtout quand les parents sont mariés et vivent ensemble. Alors ils peuvent simplement m'enlever mes petits-enfants parce qu'ils sont en colère à propos de la propriété? Légalement, oui. Je suis désolée. J'ai raccroché, me sentant plus abattue que je ne l'avais été depuis le début de ce cauchemar. Protéger ma terre m'avait coûté mes petits-enfants. J'avais gagné la bataille, mais perdu la guerre. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. 2 semaines plus tard, j'étais au supermarché en train de choisir des légumes pour une soupe que je préparais, cuisinant à nouveau pour une personne, mais essayant de prendre soin de moi malgré tout. Alors que je passais à la caisse, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était ma voisine Maria qui vivait dans l'appartement en dessous du mien. « Eliane, j'ai quelque chose pour vous. » Elle m'a tendu un morceau de papier plié. C'est Emma qui m'a demandé de vous le donner. Elle et son amie de l'école jouaient dans la cour hier, et elle m'a vu rentrer du travail. Elle m'a demandé si je vous connaissais, et quand j'ai dit oui, elle m'a demandé de vous donner ça. Mes mains tremblaient en dépliant le papier. C'était un dessin de 2 bonshommes allumettes se tenant la main sous un arbre. En bas, dans l'écriture soignée d'Emma en CE2, il était écrit « Tu me manques, mamie ». J'ai commencé à pleurer, là, dans la file d'attente de la caisse. Elle m'a aussi demandé de vous dire qu'elle vous aime et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut plus vous voir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus me battre contre Sandrine et Thomas. Je n'allais pas me présenter à l'école, ni essayer d'appeler, d'envoyer des SMS ou de supplier pour voir mes petits-enfants. Mais je n'allais pas non plus les abandonner. J'ai ouvert un compte d'épargne au nom d'Emma et de Jules, et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois. Pas pour leurs parents, mais pour eux directement. Des fonds pour leurs études qui ne pourraient être accessibles que par eux à leur majorité. Je leur ai écrit des lettres à chacun, non pas pour les envoyer maintenant, mais pour leur être remises un jour, quand ils seraient assez grands pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi. Je leur disais combien je les aimais, combien j'étais fière d'eux, combien j'étais désolée que des problèmes d'adultes se soient interposés entre nous. Et j'ai commencé à construire une vie qui ne tournait pas autour de l'attente de leurs appels ou de leur approbation. La première chose que j'ai faite a été de m'inscrire à un cours d'aquarelle au Club Senior de Vincennes. Je n'avais pas peint depuis l'université, mais je me souvenais avoir adoré ça. L'instructrice, une femme patiente nommée Patricia, m'a aidé à me souvenir comment voir la couleur, la lumière et l'ombre. Mes premières tentatives étaient terribles, mais peu importaient. Pendant 2 heures, 2 fois par semaine, je me perdais à mélanger les couleurs et à essayer de capturer la façon dont la lumière tombait sur les natures mortes que Patricia installait. Puis j'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait à la médiathèque de Montreuil. 12 femmes, âgées de 60 à 85 ans, toutes désireuses de discuter de tout, de Jane Austen à Toni Morrison, en passant par les derniers romans policiers. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de conversation sur des idées plutôt que sur l'argent ou les drames familiaux. J'ai commencé à me promener dans le bois de Vincennes, quelque chose que j'avais toujours dit vouloir faire, mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. Le parc était magnifique en automne, avec les arbres qui changèrent de couleur et le lac qui reflétait le ciel changeant. J'ai rencontré d'autres promeneurs, des gens qui sont devenus des visages familiers, puis des connaissances, puis des amis. Martine, ma voisine qui m'avait la première avertie des démarches immobilières de Thomas, est devenue ma plus proche compagne. Nous faisions les courses ensemble, allions voir des films en matinée,
essayons de nouveaux restaurants dans le quartier. Elle avait traversé ses propres difficultés familiales, une fille qui vivait à l'autre bout du pays et appelait 2 fois par an, un fils qui demandait de l'argent plus souvent qu'il ne demandait de ses nouvelles. « Ce qu'il y a de bien quand on vieillit, » a dit Martine un jour alors que nous étions assises dans sa cuisine à boire du café et à faire un puzzle, c'est qu'on a enfin la permission d'arrêter d'essayer de mériter l'amour. On peut juste être soi-même et voir qui reste. Et si personne ne reste? Ai-je demandé. Alors tu sauras qu'il ne valait pas la peine d'être là en premier lieu. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai cessé de me sentir coupable de dépenser de l'argent pour moi. Je me suis acheté de nouveaux vêtements bien coupés qui me mettaient en confiance. Je me suis fait couper et colorer les cheveux dans un vrai salon au lieu du salon à bas prix où j'allais depuis des années. J'ai acheté des livres que je voulais lire sans me soucier de savoir s'ils étaient en promotion. J'ai amélioré mon abonnement au câble pour inclure les chaînes de cinéma. J'ai acheté du bon café et de la vraie crème au lieu de la poudre. J'ai commencé à manger dans les petits restaurants de mon quartier au lieu de toujours cuisiner à la maison ou de prendre les plats à emporter les moins chers. Ce n'étaient pas des achats extravagants, mais c'étaient des investissements dans mon propre confort et mon bonheur. Pendant des années, j'avais été tellement concentrée sur le fait de subvenir aux besoins de tout le monde que j'avais oublié de prendre soin de moi. Les changements n'étaient pas seulement financiers. J'ai commencé à m'exprimer davantage, à donner mon avis au lieu de toujours être d'accord pour maintenir la paix. Au club de lecture, je défendais des livres que d'autres critiquaient. Au club senior, je proposais des activités et des excursions. Avec Martine, je partageais mes vraies pensées au lieu de toujours lui demander ses problèmes. Je redevenais moi-même, non pas la mère de Thomas, ni le fardeau de Sandrine, ni le distributeur automatique d'Emma et Jules, mais Eliane Dubois, une femme avec ses propres intérêts, opinions et rêves. Mais le plus grand changement est survenu 6 mois après le transfert de propriété, lorsque Sandrine a fait une dernière tentative pour prendre le contrôle de ma propriété. J'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception d'un cabinet d'avocats parisien. Sandrine avait déposé une requête affirmant que j'étais mentalement incompétente et demandant que Thomas soit nommé comme mon tuteur légal. La lettre indiquait que mon comportement erratique et mes mauvaises décisions financières montraient que je n'étais plus capable de gérer mes propres affaires. Mes mains tremblaient en lisant le document, mais pas de peur, de rage. Ils essayaient de me faire déclarer incompétente pour pouvoir contrôler mon argent et mes biens. Sandrine avait trouvé un avocat prêt à prétendre que ma décision de protéger ma propre terre était la preuve d'une maladie mentale. J'ai appelé Maître Leroy immédiatement. « C'est une affaire sérieuse », a-t-il dit après que je lui ai lu la lettre au téléphone. Mais c'est aussi complètement sans fondement. Vous allez devoir répondre formellement et vous aurez besoin d'une expertise médicale de votre compétence mentale. Comment nous battons-nous? Nous vous faisons évaluer par un gérontopsychiatre qui témoignera que vous êtes tout à fait capable de prendre vos propres décisions. Nous documentons toutes les raisons que vous aviez de modifier l'acte de propriété, et nous exposons cela pour ce que c'est. Une tentative d'appropriation déguisée en inquiétude pour votre bien-être. L'évaluation a eu lieu la semaine suivante. Le docteur Sarah Lévy, une psychiatre spécialisée dans les soins aux personnes âgées, a passé 3 heures avec moi, me posant des questions sur l'actualité, ma situation financière, mes antécédents médicaux et mes relations familiales. « Madame Dubois, a-t-elle dit à la fin de notre séance, vous êtes clairement compétente pour prendre vos propres décisions financières et juridiques. En fait, votre décision de protéger votre propriété montre un excellent jugement et d'excellentes compétences en planification. Je serais heureuse de fournir une attestation écrite de mon évaluation. » Mais je ne me contentais pas de me défendre. J'étais prête à passer à l'offensive. « Maître Leroy, pouvons-nous savoir qui paie l'avocat de Sandrine? Pourquoi demandez-vous cela? Parce que si elle utilise mon argent, l'argent que je leur ai donné au fil des ans, pour engager un avocat afin de me faire déclarer incompétente, je veux que cela soit documenté au tribunal. » Maître Leroy a souri pour la première fois depuis le début de cette pagaille. « Eliane, je pense que vous allez très bien vous en sortir à l'audience. » L'audience était prévue un mardi matin de novembre. Je suis arrivée au palais de justice vêtue de ma plus belle robe et du collier de perles que mon mari m'avait offert pour notre 25e anniversaire de mariage. Je me sentais calme d'une manière qui m'a surprise.
Sandrine et Thomas étaient là avec leur avocat, un homme à l'allure impeccable dans un costume coûteux qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Sandrine ne me regardait pas, mais Thomas a croisé mon regard un instant à travers la salle d'audience. J'y ai vu de la confusion, et peut-être un peu de honte. Leur avocat a présenté son cas en premier, affirmant que mon transfert de propriété montrait un jugement altéré et une vulnérabilité à la manipulation. Il a suggéré que j'avais été confuse quant aux implications juridiques de mes actes. Puis, Maître Leroy s'est levé. « Votre honneur, Madame Dubois est ici aujourd'hui pour se défendre contre des accusations totalement infondées portées par des membres de sa famille qui sont contrariés qu'elle ait protégé sa propre propriété contre une vente sans son consentement. Il a appelé le docteur Lévy à témoigner sur ma compétence mentale. Puis, il m'a appelé à la barre. « Madame Dubois, pourquoi avez-vous modifié l'acte de propriété? » « Parce que j'ai appris que mon fils et ma belle-fille prévoyaient de la vendre sans ma permission. »« Comment l'avez-vous appris? » J'ai raconté au tribunal l'estimation immobilière, les conversations que j'avais surprises, le message vocal me demandant d'obtenir une attestation médicale de mon espérance de vie. « Et pourquoi avez-vous ajouté les noms de vos petits-enfants à l'acte au lieu de celui de votre fils? »« Parce que je voulais que la propriété reste dans la famille. Mais j'avais perdu confiance dans la volonté de mon fils de respecter mes souhaits. » L'avocat de Sandrine a essayé de me faire passer pour confuse et vindicative lors du contre-interrogatoire. Mais j'ai répondu à chaque question clairement et calmement. Quand il a suggéré que j'étais manipulée par des influences extérieures, j'ai regardé directement Sandrine. « Votre honneur, les seules personnes qui ont essayé de me manipuler sont celles qui ont demandé cette audience. » Le juge a pris moins de 10 minutes pour délibérer. Cette requête est rejetée. Madame Dubois est clairement compétente pour gérer ses propres affaires. De plus, le tribunal estime que cette requête semble avoir été déposée de mauvaise foi, comme une tentative de prendre le contrôle d'un bien auquel les requérants n'ont pas légalement droit. Madame Dubois, vous êtes libre de gérer votre propriété et vos finances comme vous l'entendez. Sandrine pleurait en quittant la salle d'audience, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Thomas a passé son bras autour d'elle, mais il m'a regardé une dernière fois avant qu'il ne disparaisse dans l'ascenseur. Ce soir-là, Martine et moi sommes allés dîner dans un bon restaurant italien du quartier latin pour fêter ça. J'ai commandé une bouteille de vin et des pâtes aux fruits de mer, et nous avons trinqué aux victoires juridiques et aux secondes chances. « Comment te sens-tu » m'a demandé Martine. « Libre, ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 2 mois plus tard, par un froid matin de janvier, mon téléphone a sonné. L'affichage du numéro montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quand j'ai répondu, j'ai entendu une petite voix que je n'avais pas entendue depuis près d'1 an. « Mamie, c'est Emma. » Mon cœur s'est arrêté. « Emma, ma chérie, comment m'appelles-tu? Je suis chez mon amie Manon, et j'ai demandé à sa mère si je pouvais t'appeler. Je me souviens de ton numéro de téléphone parce que tu m'as appris à m'en souvenir en cas d'urgence. Est-ce que tout va bien? Tu n'es pas blessée? Non, ça va. Mais mamie, tu me manques tellement. Je ne comprends pas pourquoi maman dit que je ne peux plus te voir. Elle dit que tu es en colère contre nous, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pleurais, mais j'ai essayé de garder une voix stable. Oh, ma chérie, je ne suis pas en colère contre vous. Je vous aime plus que tout au monde. Alors pourquoi je ne peux pas te voir? Comment expliquer des disputes financières d'adultes à une fillette de 8 ans? Comment dire à un enfant que sa mère l'utilise comme une arme? Parfois, les adultes ont des désaccords qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'ils portent à leurs enfants et petits-enfants. Je vous aime tellement, toi et Jules, Emma. Moi aussi je t'aime, mamie. Et Jules aussi te manque, mais il est trop petit pour comprendre. Comment va Jules? Il va bien. Il a appris à faire du vélo sans les petites roues. Et mamie, je t'ai fait un autre dessin, mais je ne sais pas comment te le donner. Peut-être que tu peux le garder pour moi jusqu'à ce qu'on puisse se revoir. Quand est-ce que ce sera? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je crois que ça arrivera un jour. La mère de Manon a alors pris le téléphone, s'excusant qu'Emma ait utilisé leur téléphone sans permission. « Ne vous excusez surtout pas, lui ai-je dit. Cet appel représente tout pour moi. »
Emma parle de vous tout le temps, a dit la mère de Manon à voix basse. Je pense qu'elle vous manque beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine et j'ai pleuré pendant 1 heure. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Emma m'aimait toujours. Je lui manquais toujours. Quoi que Sandrine lui ait dit, elle ne le croyait pas. Cet appel a tout changé pour moi. Au lieu de me sentir abattue par la séparation d'avec mes petits-enfants, je me sentais pleine d'espoir. Emma avait trouvé un moyen de me joindre quand elle en avait besoin. Elle était résiliente et pleine de ressources, et un jour, elle serait assez grande pour prendre ses propres décisions sur les personnes qu'elle voulait dans sa vie. J'ai commencé à tenir un journal pour Emma et Jules, y écrivant des entrées sur ma vie quotidienne, mes pensées à leur sujet, des histoires sur leur père quand il était jeune, et des souvenirs de leur grand-père. Un jour, je leur donnerai ces journaux pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'était passé et savoir que je n'avais jamais cessé de les aimer. J'ai aussi commencé une tradition de leur acheter des cadeaux d'anniversaire et de Noël, les emballant soigneusement et les rangeant dans un placard de ma chambre. Quand nous serions réunis, ils auraient des années de cadeaux qui les attendraient. Mais la chose la plus importante que j'ai faite a été d'arrêter d'attendre que ma vie recommence. J'avais passé des mois en suspens, organisant tout autour de l'espoir que Thomas et Sandrine changent d'avis et me laissent revenir dans la famille. Maintenant, je comprenais que je ne pouvais plus perdre de temps à attendre l'approbation des autres pour être heureuse. J'ai fait un voyage dans le Morvan ce printemps-là, séjournant dans une chambre d'hôte près d'un lac où mon mari et moi avions passé des vacances au début de notre mariage. Je n'avais pas voyagé seule depuis sa mort, et j'étais nerveuse. Mais cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé 3 jours à faire de la randonnée sur des sentiers faciles, à lire au bord du lac et à manger dans de petits restaurants locaux. J'ai engagé la conversation avec d'autres voyageurs et des habitants. Je me suis acheté une magnifique écharpe faite à la main dans une boutique d'artisanat, sans me soucier de savoir si elle était trop chère. Le dernier matin de mon voyage, j'étais assise sur la terrasse de la chambre d'hôte, buvant un café et regardant le lever du soleil sur le lac, quand j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais heureuse. Pas en faisant semblant d'être heureuse, pas en espérant le bonheur, mais véritablement, complètement heureuse à ce moment-là. J'avais passé tellement d'années à mesurer mon bonheur à l'aune de l'approbation des autres que j'avais oublié ce que c'était que d'être contente de ma propre compagnie. Quand je suis rentrée à Montreuil, j'ai pris une autre décision majeure. J'ai mis mon appartement en vente et j'ai commencé à chercher un logement plus petit, plus près de ma propriété dans le Perche. Pas sur la propriété elle-même. La maison était trop petite et isolée pour y vivre à l'année, mais dans la petite ville voisine. J'ai trouvé une parfaite maison de 2 chambres avec un jardin et une vue sur les collines. Elle était à distance de marche d'une bibliothèque, d'une épicerie et de plusieurs restaurants. Les voisins étaient sympathiques et il y avait un centre communautaire qui proposait des cours et des activités pour les seniors. Le déménagement a pris 2 mois, mais à la fin de l'été, j'étais installée dans ma nouvelle maison. J'ai aménagé un atelier de peinture dans la 2e chambre et j'ai planté un potager dans le jardin. J'ai rejoint la société historique locale et j'ai commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux. Martine venait me rendre visite régulièrement, prenant le train depuis Paris. Nous passions les week-ends à travailler dans mon jardin, à explorer les antiquaires locaux et à préparer des repas élaborés ensemble. Elle pensait aussi déménager à la campagne, fatiguée du bruit et du coût de la ville. « Tu as l'air différente », m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites. « Plus jeune, en quelque sorte. »« Je me sens différente », ai-je dit. « Je me sens à nouveau moi-même. » Le plus grand test de ma nouvelle indépendance est arrivé à Noël. Pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas préparé le dîner de Noël pour ma famille. Au lieu de cela, je me suis portée volontaire pour servir le dîner au centre communautaire pour les personnes qui n'avaient pas de famille avec qui célébrer. Martine est venue de Paris pour faire du bénévolat avec moi, et nous avons passé la journée à servir de la nourriture, à jouer à des jeux avec les enfants et à écouter les histoires de personnes âgées qui m'ont rappelé la chance que j'avais d'avoir ma santé et ma liberté. C'était l'un des meilleurs Noëls dont je puisse me souvenir. Mais le soir de Noël, alors que j'emballais les restes du dîner communautaire, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était Thomas. « Maman ?
Bonjour Thomas. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Sandrine et les enfants, probablement en train de débarrasser après leur propre célébration. Maman, ça fait des mois que je pense à t'appeler. Ah bon? Sandrine et moi. On a des problèmes d'argent. Le crédit est en retard, et Emma a besoin de soins dentaires. Et il s'est interrompu, et je savais ce qui allait suivre. Même après tout ce qui s'était passé, même après la bataille juridique et l'année de silence, il appelait pour me demander de l'argent. « Thomas, dis-je doucement, je ne vais pas te donner d'argent. Maman, s'il te plaît. Je sais qu'on a eu nos différends, mais les enfants ont besoin de parents qui peuvent les soutenir sans dépendre des économies de leur grand-mère. Et ils ont besoin de parents qui ne les utilisent pas comme des armes quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Thomas, je ferai n'importe quoi pour Emma et Jules. Mais je ne vais pas te permettre, à toi et à Sandrine, de continuer à me traiter comme un distributeur automatique. Alors tu vas juste laisser tes petits-enfants souffrir? Je vais laisser leurs parents trouver comment prendre soin d'eux, comme tous les autres parents du monde. Il y eut une autre longue pause. Je suppose que je comprends pourquoi Sandrine te traite d'égoïste. Bonne nuit, Thomas. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Mais au lieu de me sentir contrariée, je me sentais fière. 1 an auparavant, j'aurais fait un virement avant la fin de la conversation. Ce soir-là, j'avais maintenu mes limites sans faillir. Ce printemps-là a apporté un cadeau inattendu. Je travaillais dans mon jardin quand une voiture s'est garée dans mon allée. Une jeune femme en est sortie, suivie d'un adolescent qui me semblait familier. Il m'a fallu un moment pour reconnaître Jules. Mon petit-fils avait maintenant 13 ans, grand et dégingandé, avec les yeux de son père et la mâchoire têtue de son grand-père. La jeune femme s'est présentée comme étant Kelly, la nouvelle compagne de Thomas. Apparemment, Thomas et Sandrine avaient divorcé 6 mois plus tôt, et Thomas avait obtenu la garde partielle des enfants. « Jules demande de tes nouvelles depuis des mois », a dit Kelly. Thomas a finalement accepté que je l'amène te voir. Jules est resté en retrait au début, timide et incertain. Mais quand je lui ai montré le jardin et lui ai dit qu'il pouvait cueillir les légumes qu'il voulait pour le déjeuner, il a commencé à se détendre. « Mamie, pourquoi as-tu disparu ?» a-t-il demandé alors que nous arrachions des carottes de la terre. « Je n'ai pas disparu, mon chéri. Ta maman a décidé que vous ne pouviez plus me voir parce qu'elle était en colère à propos de choses d'adultes. C'est ce que papa a dit. Il a dit que maman avait pris de mauvaises décisions. Je ne voulais pas critiquer Sandrine devant Jules. Alors j'ai simplement dit « Parfois, les adultes font des erreurs. L'important, c'est que je n'ai jamais cessé de vous aimer, toi et Emma. » « Où est Emma ?» ai-je demandé. « Elle est avec maman ce week-end, mais elle parle de toi tout le temps. Elle a encore tous les dessins qu'elle t'a faits. » Kelly et Jules sont restés pour le déjeuner et la majeure partie de l'après-midi. Jules m'a aidé à peindre un nichoir et je lui ai montré des albums photos de l'époque où son père était jeune. Au moment de partir, Jules m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je peux revenir bientôt ?»« Quand tu veux, si ton père est d'accord, » lui ai-je dit. Thomas m'a appelé ce soir-là. Kelly a dit que Jules a passé un bon moment aujourd'hui. C'est vrai. Il a tellement grandi. Maman, je te dois des excuses. Sandrine m'a raconté beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avec la propriété et le procès. Et je l'ai cru parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais tout gâché. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le divorce, en partie. Et de voir comment elle a essayé de monter les enfants contre moi quand je suis partie. J'ai commencé à comprendre ce qu'elle t'avait fait. Thomas, je n'ai jamais voulu me battre avec toi. Je voulais juste protéger quelque chose qui était important pour moi. Je le sais maintenant. Et maman, je suis désolée pour l'argent. Toutes ces fois où on t'a demandé de l'aide alors qu'on aurait dû se débrouiller seul. On s'est tellement habitué à ce que tu résolves nos problèmes qu'on a oublié comment être responsable. Ça va mieux maintenant? On s'en sort. J'ai eu une promotion au travail et Kelly m'aide à mieux gérer mon budget. On n'est pas riche, mais on ne dépend plus de personne. Je suis fière de toi que tu aies trouvé une solution. Maman, est-ce que ça irait si Jules te rendait visite régulièrement? Et peut-être Emma quand elle sera prête? J'adorerais ça plus que tout.
Et maman? Je sais que je ne le mérite pas après tout ce qui s'est passé, mais tu me manques. Ça me manque de t'avoir dans ma vie. Tu me manques aussi, mon fils. Ce n'était pas une réconciliation complète. Il y avait encore trop de blessures et de confiance brisées pour cela. Mais c'était un début. Jules a commencé à venir un week-end sur 2, et lentement, prudemment, Thomas et moi avons commencé à reconstruire une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Pour Emma, cela a pris plus de temps. Sandrine lui avait rempli la tête d'histoires sur le fait que j'avais abandonné la famille et volé de l'argent qui appartenait à ses parents. Mais Jules a travaillé sur elle progressivement, lui montrant des photos de ses visites, lui parlant des cadeaux que j'avais gardés pour elle, partageant les histoires que je lui avais racontées sur l'enfance de leur père. Finalement, pour le 10e anniversaire d'Emma, Thomas a amené les 2 enfants en visite. Emma était encore méfiante au début, mais quand je lui ai donné la boîte de cadeaux emballée que j'avais collectionnée pendant 2 ans, son visage s'est illuminé avec le sourire dont je me souvenais. « Tu as gardé tout ça pour moi? Je les ai gardés parce que je t'aime, et je voulais que tu saches que je pensais à toi-même quand on ne pouvait pas se voir. » Ce week-end-là, Emma a demandé si elle pouvait voir ma propriété dans le Perche. Nous sommes allés tous les 3 à la maison, et j'ai regardé mes petits-enfants explorer le ruisseau où leur père avait joué, grimper aux mêmes arbres, attraper des lucioles dans des bocaux en verre comme leur famille l'avait fait depuis des générations. « Mamie, » a dit Emma alors que nous faisions griller des marshmallows sur le feu de camp, « je suis désolée d'avoir cru maman quand elle disait que tu ne te souciais plus de nous. Ma chérie, tu étais jeune et tu essayais de comprendre une situation compliquée. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Mais j'aurais dû savoir que tu n'arrêterais pas de nous aimer comme ça. Emma, l'amour ne disparaît pas simplement parce que les gens ne peuvent pas se voir. Je t'ai aimé chaque jour, même quand nous étions séparés. Est-ce que tu nous aimeras toujours? Toujours et à jamais. » Cette nuit-là, en dormant dans la maison avec mes petits-enfants dans le lit en mezzanine où leur père avait dormi enfant, j'ai eu l'impression que ma famille avait enfin été restaurée. Non pas comme elle était avant, mais comme elle était censée être. Mais la guérison la plus importante était encore à venir. Le mois dernier, Sandrine m'a appelée. Elle avait des difficultés depuis le divorce, cumulant 2 emplois pour joindre les 2 bouts, essayant de gérer seule l'emploi du temps d'Emma. Sa voix au téléphone était faible et fatiguée. Rien à voir avec la femme confiante et acerbe qui avait rendu ma vie misérable pendant tant d'années. « Eliane, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander ça, mais Emma demande si elle peut passer des vacances avec vous cet été. Elle parle de la propriété dans le Perche et à quel point elle aime cet endroit. Elle est la bienvenue n'importe quand, Sandrine. Je vous dois aussi des excuses. Beaucoup d'excuses, en fait. J'ai attendu. J'étais jalouse de vous, de l'amour que Thomas vous portait, de l'excitation des enfants quand ils allaient vous voir, du fait que vous aviez cette magnifique propriété et toute cette histoire. J'avais l'impression d'être en compétition avec vous pour l'attention de ma propre famille. Sandrine. Non, laissez-moi finir. Je me suis convaincue que vous étiez le problème, que vous étiez manipulatrice et autoritaire, parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais menacée par une femme de 73 ans. Et puis, quand vous avez changé l'acte de propriété, je l'ai vu comme une attaque au lieu de ce que c'était vraiment. Vous vous protégiez de gens qui ne méritaient pas votre confiance. C'était une période difficile pour tout le monde. Eliane, j'ai essayé de vous faire déclarer incompétente pour pouvoir prendre le contrôle de votre argent et de votre propriété. Ce n'est pas difficile, c'est maléfique. Je n'arrive pas à croire que je sois tombée aussi bas. Ce qui est important, c'est que vous le reconnaissiez maintenant. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais je veux que vous sachiez que je suis désolée. Et je veux que vous fassiez partie de la vie d'Emma et de Jules. Ils ont besoin de leur grand-mère. Sandrine, je vous pardonne. Les mots m'ont surprise autant qu'ils l'ont surprise. Je n'avais pas prévu de les dire, mais dès qu'ils sont sortis de ma bouche, j'ai su qu'ils étaient vrais. Vraiment? Oui. Nous avons tous fait des erreurs pendant cette période. Ce qui compte, c'est que nous en tirions des leçons et que nous fassions mieux à l'avenir. Sandrine pleurait maintenant. Merci. Je ne le mérite pas, mais merci. Sandrine, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que ça va?
Est-ce que vous et Emma vous en sortez financièrement? On se débrouille. C'est juste, mais on se débrouille. Si jamais vous avez besoin d'aide pour quelque chose de spécifique pour Emma, des fournitures scolaires, des frais médicaux, des choses comme ça, vous pouvez m'appeler. Pas pour vous sortir de mauvaises décisions, mais pour aider ma petite fille quand elle en a besoin. Eliane, après tout ce que je vous ai fait subir, vous êtes la mère d'Emma. Elle a besoin que vous soyez stable et en sécurité. Si je peux aider à cela occasionnellement, je suis prête à le faire. Nous avons parlé pendant une autre heure, crevant l'abcès sur des dizaines de petites blessures et de malentendus qui s'étaient accumulés au fil des ans. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé que pardonner à Sandrine avait été autant pour moi que pour elle. Porter toute cette colère et ce ressentiment avait été épuisant. Laisser tomber, c'était comme poser un lourd sac que je portais depuis des kilomètres. 3 semaines plus tard, Emma a passé une semaine avec moi à la propriété. Nous avons peint des aquarelles ensemble, cueilli des légumes de mon jardin et eu de longues conversations sur tout, de ses amis à l'école à ses inquiétudes concernant le divorce de ses parents. « Mamie » m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le coucher du soleil. « Je suis contente qu'on soit de nouveau amies. »« Moi aussi, ma chérie. Es-tu heureuse de vivre ici plutôt qu'à Montreuil ?» J'y ai réfléchi un instant. Étais-je heureuse? Il y a 1 an, le bonheur semblait impossible. Je m'étais sentie piégée, utilisée, invisible et seule. Maintenant, j'étais assise sur ma propre terrasse, dans ma propre maison, à regarder ma petite fille courir après les lucioles dans la cour où 4 générations de ma famille avaient joué. Oui, Emma, je suis très heureuse. Tant mieux. Tu as l'air heureuse. Tu as l'air d'être à nouveau toi-même. La vérité sort de la bouche des enfants. Ce soir-là, après qu'Emma soit allée se coucher, je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de tisane et j'ai pensé à tout ce qui m'avait amenée à ce moment. Les années d'abus financiers, la manipulation, la bataille judiciaire, la séparation d'avec mes petits-enfants, la lente reconstruction des relations. Tout cela avait été nécessaire pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas la même femme qu'il y a 2 ans. Je suis plus forte, plus confiante, plus claire sur mes limites. Je connais ma valeur maintenant, et je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour la valider. La propriété qui a causé tant de drames familiaux est toujours à moi, mais maintenant je la partage volontiers avec des petits-enfants qui l'apprécient et en comprennent la valeur. Thomas vient parfois, et nous apprenons lentement à nous comporter l'un envers l'autre comme des adultes, plutôt que comme un enfant dépendant et une mère complice. Martine a déménagé de la région parisienne il y a 6 mois et a acheté une maison à 3 rues de la mienne. Nous nous voyons presque tous les jours et notre amitié est devenue l'une des relations les plus importantes de ma vie. J'ai appris à aimer ma propre compagnie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je peux passer des journées entières à peindre, lire, jardiner ou simplement m'asseoir tranquillement, sans me sentir seule ou agitée. J'ai fait la paix avec la solitude, mais j'ai aussi appris à tendre la main quand je veux de la compagnie. J'ai rejoint des groupes de randonnée, des clubs de lecture et des organisations bénévoles. Je me suis liée d'amitié avec mes voisins. J'ai créé une communauté autour de moi basée sur l'intérêt mutuel et l'affection sincère plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. Les questions d'argent qui ont dominé ma vie pendant tant d'années ont été résolues. J'aide Emma et Jules pour des besoins spécifiques, voyages scolaires, équipements sportifs, leçons de musique, mais je ne fournis pas de soutien financier général à leurs parents. Je leur ai appris à tous que mon amour n'est pas à vendre. Plus important encore, j'ai appris qu'être serviable et être utilisé sont 2 choses complètement différentes. Je peux offrir de l'aide quand je le choisis, mais je n'ai pas à dire oui à chaque demande ou à justifier chaque décision que je prends avec mon propre argent. En y repensant, je vois que ma plus grande erreur n'a pas été de donner trop d'argent ou de faire confiance aux mauvaises personnes. Ma plus grande erreur a été d'oublier que j'avais de la valeur au-delà de ce que je pouvais fournir aux autres. Pendant 30 ans, je m'étais définie principalement comme la mère de Thomas, la belle-mère de Sandrine et la grand-mère d'Emma et Jules. Ces relations étaient des parties importantes de qui j'étais, mais elles n'étaient pas toute l'histoire. J'avais perdu de vue Eliane Dubois,
L'individu, la femme avec ses propres rêves, intérêts, opinions et désirs. Retrouver cette femme valait chaque conversation difficile, chaque bataille juridique, chaque nuit solitaire et chaque moment de doute sur le fait de savoir si je faisais ce qu'il fallait. S'il y a une chose que mon histoire enseigne, c'est ceci. Personne n'a le droit de vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par la quantité d'argent que vous donnez, le nombre de services que vous rendez, ou la fréquence à laquelle vous dites oui quand vous voulez dire non. Votre valeur est inhérente et elle vous appartient. Vous n'avez pas à mériter l'amour de personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement. Vous n'avez pas à acheter votre place dans votre propre famille. Vous n'avez pas à tolérer le manque de respect, la manipulation ou l'abus simplement parce que cela vient de parents. Fixer des limites n'est pas égoïste. Protéger ses biens n'est pas cruel. S'attendre à une courtoisie et une gratitude de base n'est pas déraisonnable. Et parfois, s'éloigner de relations toxiques, même avec des membres de la famille, est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour toutes les personnes impliquées. J'ai passé trop d'années à croire que maintenir la paix était plus important que de garder ma dignité. Je pensais qu'être la plus intelligente signifiait toujours céder, toujours se sacrifier, toujours faire passer les désirs des autres avant mes propres besoins. Maintenant, je comprends que le véritable amour, celui qui vaut la peine d'être vécu, n'exige pas que vous vous diminuiez. Le véritable amour vous voit, vous valorise et vous traite avec respect. Le véritable amour ne vient pas avec une étiquette de prix ou une liste de conditions. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille, réduit à une source d'argent ou de services plutôt qu'à une personne méritant amour et respect? Vous êtes-vous déjà retrouvé à donner, donner et donner jusqu'à oublier que vous valiez quelque chose juste pour être vous? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne suis pas seule dans cette expérience, et faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls non plus. Et si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui en écoutant mon histoire, si elle a résonné avec vos propres expériences ou vous a aidé à voir une situation difficile sous un nouveau jour, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur et à partager ces histoires. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nous valons plus que ce que nous pouvons fournir aux autres. Ensemble, nous pouvons apprendre à protéger nos cœurs, notre dignité et nos rêves. Ensemble, nous pouvons choisir des relations qui nous élèvent plutôt que de nous détruire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir vu. Et rappelez-vous, vous avez de la valeur, vous êtes digne et vous méritez d'être traité avec amour et respect. Votre histoire compte aussi.